Bon, bonjour tout le monde. Je pense qu'on est prêt pour commencer. Bienvenue d'être ici en si grand nombre à notre 5e Midi de la foresterie de session d'automne 2018. Aujourd'hui, je suis très contente à vous présenter une amie de longue date, Evelyne, puis moi, on était au doctorat ensemble, puis on avait suivi un cours ensemble en Suède. Alors, juste pour vous montrer que les amitiés qu'on peut faire au doctorat, je pense qu'on va manquer des chaises encore. Sophie, est-ce que tu pourrais appeler pour un batch de chaises? Les amitiés qu'on fait au doctorat pendant qu'on est étudiant, on peut nous revenir plus tard d'une meilleure façon encore. Alors, Evelyne a fait son doctorat à l'Université Laval. Par la suite, je ne suis pas tout allée faire un peu. J'ai traversé la rue. C'est ça, traverser la forêt. J'ai traversé la forêt. Puis c'est ça. Maintenant, elle est revenue depuis 4 ans à l'Université Laval comme professeure dans le département des sciences du bois et de la forêt. Alors, sans plus tarder, je vais laisser Evelyne commencer sa présentation sur le rôle de la bioingénierie forestière dans la transition énergétique. Merci beaucoup, Nicole. Je suis très contente d'être là, contente de l'invitation. J'ai plein d'histoires sur Nicole du temps qu'elle était étudiante. Si jamais vous êtes intéressé. On pourrait en parler après. J'étais étudiante au doc, ou peut-être post-doc. J'étais venue ici aussi faire un midi de la foresterie pour parler de biomasse. Là. Je te vois hocher la tête. J'espérais qu'il n'y ait personne qui m'avait vu à cette époque-là. Parce que je ne sais pas à quel point mon histoire a changé. OK. Donc, je vais vous parler de bioénergie, de biomasse forestière, de bioénergie. Donc, c'est ça, c'est un sujet que j'ai commencé à la fin de mes études de doc et comme stagiaire post-doc et que je poursuis depuis ce temps-là. Et espérons que les idées, les choses ont évolué dans les 10 dernières années. Je vais commencer avec cette figure-là. Je l'ai volée à un collègue suédois qui l'utilisait pour ses présentations. Ce que ça montre, c'est la consommation d'énergie fossile à l'échelle mondiale au cours des dernières décennies. Donc, les unités ici sont en millions de tonnes équivalent pétrole. Donc, c'est une mesure un peu rébarbative là, qui est utilisée dans le secteur de l'énergie. Si on transforme ça dans le système métrique, là, 1 million de tonnes d'équivalent pétrole, c'est à peu près 42 pétajoules. Ou pour les nostalgiques, c'est 15 milliards de cheval-vapeur-heure. Okay, donc, pour vous donner une idée. Donc, vous voyez, au cours des dernières décennies, ce n'est pas une surprise, à quel point la consommation d'énergie fossile a augmenté dans les années. Donc, c'est ce que vous voyez dans la première moitié du graphique. Ce que vous voyez dans la deuxième moitié du graphique, c'est la nécessaire réduction des émissions et de la consommation d'énergie fossile qu'on devrait atteindre si on veut lutter contre les changements climatiques. Donc, c'est basé sur des cibles là, de différents chercheurs qui disent qu'on doit réduire de moitié à chaque décennie notre consommation d'énergie fossile si on veut être capable de lutter contre les changements climatiques. Ce que vous voyez en bas ici, c'est les énergies renouvelables, donc la solution de remplacement aux combustibles fossiles. Donc, vous voyez qu'il y a du chemin à faire côté énergie renouvelable si on veut faire dégringoler notre consommation d'énergie fossile. Une des bonnes nouvelles, c'est que dans les dernières années, les investissements dans les énergies renouvelables ont quand même progressé de manière assez importante. Donc, la bioénergie fait partie de cette histoire-là des énergies renouvelables. Donc, ça a quand même progressé beaucoup dans les dernières années. La mauvaise nouvelle, c'est que la consommation de carburant fossile n'a pas vraiment suivi, pas vraiment réduit là, en proportion de l'investissement dans les énergies renouvelables. Donc, ça montre juste l'ampleur du travail qu'on a à faire si on veut vraiment faire une transition énergétique là, du système énergétique mondial. Donc, c'est pas une grosse surprise, là, la tâche, le défi est colossal. Un des outils qu'on a, donc dans le portefeuille d'énergie renouvelable, celui dont je vais vous parler, évidemment, c'est la bioénergie. Donc, c'est pas anodin que je travaille sur la bioénergie, que d'autres ici et d'autres dans le monde travaillent sur la bioénergie. Ça a été reconnu par les organismes de recherche internationaux. Le GIEC, notamment, reconnaît le rôle clé que va jouer la bioénergie pour la transition énergétique.
Et les cibles qui sont fixées pour le rôle de la bioénergie dans la transition énergétique sont quand même très, très ambitieuses. C'est ce que vous voyez sur les graphiques ici, d'ici 2100. Donc, si on veut maintenir les concentrations de CO2 dans l'atmosphère à des valeurs raisonnables, là, ça va prendre un sacramouille de grosses quantités de bioénergie qui va devoir être mobilisée au cours des prochaines décennies. Et donc, c'est reconnu, ça serait très difficile d'atteindre les cibles fixées lors de l'accord de Paris sans une contribution significative de la bioénergie, d'où l'intérêt de travailler là-dessus. Donc, qu'est-ce que c'est la bioénergie? Bien, c'est toute l'énergie qu'on peut tirer de la masse du vivant, bien, qui est mort quand on le transforme en énergie. Mais donc, ça regroupe une très grande quantité de matériaux, dont la biomasse forestière. Donc, la biomasse forestière, c'est les arbres ou les parties d'arbres ou les résidus venant de la transformation du bois, duquel on peut tirer de l'énergie. Donc, le GIEC reconnaît le rôle important de la bioénergie dans la transition énergétique et a fait des projections en utilisant des données publiées un peu partout sur d'où va provenir la biomasse pour faire cette bioénergie-là. Donc, on voit que les cultures dédiées juste à la bioénergie devraient jouer un rôle quand même important, mais on voit que la biomasse forestière, donc ici, les résidus forestiers ou la récolte forestière juste dédiée à la bioénergie devrait jouer quand même un rôle important. Mais ça veut dire que par rapport à ce qu'on fait présentement, il va falloir qu'on réussisse à mobiliser une très grande quantité de biomasse forestière. Et donc, il faut qu'on fasse des différentes sources de biomasse forestière possibles, des produits énergétiques désirés. Donc, dans les conditions québécoises, canadiennes, quand on parle de biomasse forestière, on parle souvent des résidus d'aménagement forestier ou de récolte forestière, donc les branches et les houppiers des arbres. On récolte le tronc pour faire des produits du sciage, des produits de la pâte. Branches et houppiers sont considérés comme des résidus primaires là, qui pourraient servir à la bioénergie. Les résidus de transformation du bois, donc les écorces, les copeaux, les sciures qui ne sont pas utilisés à d'autres fins, sont considérés comme la biomasse. On peut rentrer là-dedans aussi les arbres qui ne sont pas utilisés pour les autres produits du bois, donc les arbres dont la fibre n'a pas les qualités suffisantes pour faire du sciage ou de la pâte, par exemple. Dans les documents du GIEC, on parle de surplus forest growth. Ça, c'est un terme général qui inclut tous les bois qui sont présentement pas récoltés ou pas utilisés dans les industries conventionnelles du bois, mais qui font quand même partie de la possibilité forestière de coupe. Donc, c'est des volumes supplémentaires de bois qu'on pourrait aller récolter tout en respectant les limites écologiques, biophysiques là, des forêts. Donc, quoi faire pour faire de ces sources de biomasse forestière des produits énergétiques qui peuvent contribuer à la lutte au changement climatique? Donc, c'est un programme ambitieux et on est plein de chercheurs à travers le monde qui travaillons là-dessus. Un des enjeux de recherche et social qu'on a eu à affronter dans les dernières années, c'est ce genre d'article-là. Donc, vous le savez sûrement, la bioénergie, en Europe notamment, c'est une source qui est très utilisée. Sauf que depuis quelques années, dans les journaux, il y a eu beaucoup d'articles de ce genre-là qui venaient remettre en doute le rôle de la bioénergie forestière comme outil de lutte au changement climatique. Disant ainsi que l'utilisation de la bioénergie forestière, ça vient juste empirer les changements climatiques parce qu'on utilise des arbres, on les brûle pour faire de l'énergie, on envoie plus de CO2 dans l'atmosphère, c'est pire que le charbon, c'est pire que tout. C'est mauvais pour les forêts, c'est mauvais pour le climat. Donc, ce genre de nouvelles-là, ça a été très fréquent dans les dernières années et au point où ce que c'est discuté là, dans les différents parlements en Europe et dans le Parlement européen, est-ce qu'on devrait laisser tomber la bioénergie forestière, même si le GIEC dit que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est vraiment une si bonne idée que ça d'utiliser la biomasse forestière pour la bioénergie? Donc, on va regarder un peu plus cet enjeu-là. L'idée que la bioénergie soit pas nécessairement une bonne source d'énergie renouvelable, ça prend sa source dans un des controverses qu'il y a eu dans les dernières décennies où l'Europe avait un grand appétit pour les biocarburants, notamment l'utilisation de l'huile de palme pour faire des biocarburants qu'on mettait dans les autos. Et donc,
qu'on s'est aperçu, c'est que dans certains pays, on prenait des forêts tropicales luxuriantes et naturelles et on les coupait pour en faire des plantations de palmiers pour produire de l'huile de palme. Et donc, on détruisait des forêts naturelles. Des fois, on mettait le feu dedans pour éclairer la forêt avant de faire la plantation. Et ces tourbières tropicales brûlaient pendant des semaines et des semaines. Ça faisait des nuages de fumée aussi sur les populations locales. Et ça causait évidemment une très grosse perte de carbone sur le site. Et après ça, on plantait des palmiers, puis on disait qu'on faisait du carburant qui était vert. Et donc, quand ça, c'est venu à l'attention des Européens, ça a été un scandale avec raison. Et donc, on s'est mis à s'intéresser beaucoup plus près à comment exactement est-ce qu'on produit ces biocarburants-là. Donc, ça, c'était lié à des biocarburants, liés plus à des produits alimentaires comme ça, et pas vraiment à la biomasse forestière. Ça va? Ouais? OK. Et donc, pas vraiment à la biomasse forestière, mais donc, on a quand même à vivre avec cet historique-là où l'attention est quand même forte pour qu'on s'assure que nos pratiques de production de bioénergie soient vraiment respectueuses de l'environnement et amènent un vrai bénéfice à l'atmosphère. Parce qu'on s'est aperçu que si on faisait ce genre de transformation-là, on perdait une quantité énorme de carbone qui était stocké dans ces tourbières tropicales-là. On l'envoyait à l'atmosphère. Après ça, on faisait un biocarburant qui venait remplacer le pétrole. Mais avant qu'on vienne compenser pour les pertes énormes de carbone qu'on avait faites sur le site, bien, ça prenait des décennies et même des siècles avant que notre balance à l'atmosphère devienne positive. Et donc, ça a mis l'attention sur le fameux bilan de carbone ou les bénéfices réels des formes de bioénergie. Et donc, ça, c'est venu aussi influencer les discussions autour de la biomasse forestière. Un des enjeux qu'on a eu, c'est que la biomasse forestière est souvent considérée comme carboneutre. On va dire, de toute façon, c'est des arbres qui ont poussé, qui ont capturé du CO2 de l'atmosphère. Après ça, on utilise cette biomasse-là pour en faire de l'énergie. On remet à l'atmosphère du CO2 qui, de toute façon, avait déjà été capté par la végétation. Et la végétation va regrandir, va venir recapter ce CO2-là. Donc, on est un cycle fermé et on a dit, bon, la biomasse est carboneutre. Par rapport aux énergies fossiles qui, elles, sont clairement pas carboneutres parce qu'on prend du carbone stocké depuis des millions d'années dans les formations géologiques et on l'envoie à l'atmosphère. Donc, on a vu beaucoup dans le langage courant qu'on disait que la bioénergie était carboneutre. Sauf que les travaux des dernières années ont montré que c'était peut-être pas tout à fait juste d'utiliser ce terme-là de carboneutralité. Donc, on s'est intéressé plus en détail au fameux bilan de carbone de la bioénergie. Une des raisons qui fait qu'il faut qu'on s'intéresse à ce bilan-là pour vraiment, si on veut vraiment que la bioénergie soit un outil réel de lutte au changement climatique, c'est donc de regarder le bilan de carbone de systèmes de bioénergie par rapport aux systèmes fossiles qu'on veut remplacer. Et quand on se met à faire ce genre de calcul-là, on réalise assez vite que la biomasse, c'est pas dense en énergie, hein, c'est pas un matériau qui est dense en énergie. Il y a une raison pourquoi on s'est mis à utiliser les carburants fossiles. C'est juste qu'en déplaçant une charrette de charbon, bien, je déplaçais une grande quantité d'énergie, quand même plus dense que si je déplaçais une charrette remplie de bois, par exemple. Donc, les carburants fossiles, pour chaque unité de masse, contiennent une grande quantité d'énergie et plus que la biomasse. Et ça, c'est juste une question de thermodynamique. C'est la façon que les molécules de biomasse sont faites par rapport aux hydrocarbures. Et quand je brûle de la biomasse forestière, bien, pour chaque unité d'énergie que je vais générer beaucoup plus de CO2 que si je brûle, que je fais la même unité d'énergie avec des carburants fossiles. Encore une fois, c'est juste la question de la chimie des molécules. Quand je viens briser la molécule de biomasse, bien, ça vient libérer de l'énergie, mais ça émet du CO2 à l'atmosphère et ça en émet plus que la même unité d'énergie produite avec des carburants fossiles. Okay? C'est juste une question de la chimie des molécules. Toutefois, la biomasse forestière vient d'une ressource renouvelable, alors que les carburants fossiles ne viennent pas d'une source renouvelable. Mais on doit tenir compte de cette densité-là en énergie. Donc, à la cheminée, quand je remplace une chaufferie au mazout, par exemple, par une chaufferie à la biomasse, bien, pour la même quantité d'énergie,
à la cheminée, il va y avoir plus de CO2 qui va être émis. Donc, c'est important de tenir compte de ce fait-là, de ne pas se cacher que quand on fait la conversion, bien, on va émettre du CO2, on va émettre plus de CO2 à l'atmosphère. Cela dit, si on veut faire le bilan de carbone d'un système de bioénergie, il faut donc le comparer à ce qu'on va remplacer, donc à notre scénario de référence, notre système aux fossiles qu'on veut remplacer. Et donc, on doit faire le bilan de carbone complet, tenant compte de la densité en énergie, mais aussi tenant compte des autres sources de CO2 le long de la chaîne là, qui se rend jusqu'à notre système de production d'énergie. Donc, si j'ai un scénario de référence, par exemple, où j'ai une usine qui brûle du mazout, par exemple, pour chauffer un hôpital ou des édifices municipaux. Donc, on brûle du mazout, il y a du CO2 qui s'en va à l'atmosphère. Dans mon système, il y a aussi des entrées d'énergie qui viennent dans la production du mazout, qui émettent aussi du CO2 à l'atmosphère. Donc, je dois tenir compte de la chaîne de production du mazout et du CO2 que le mazout va émettre à l'atmosphère. Dans ce système de référence-là, je n'utilise pas de bioénergie. Et donc, si j'ai des résidus de coupe, par exemple, sur le territoire autour, bien, ces résidus-là, ils sont laissés sur le parterre de coupe, puis ils vont se décomposer tranquillement. Donc, en conditions boréales, ça va prendre 7 ans, 10 ans, 12 ans à se décomposer. Et donc, ils vont aussi émettre du CO2 à l'atmosphère pendant leur décomposition. Dans mon scénario bioénergie, donc, auquel je compare mon scénario de référence, bien là, j'utilise la biomasse pour produire de l'énergie. Donc, la biomasse va aussi émettre du CO2 à l'atmosphère, va en émettre un petit peu plus que mon scénario de mazout. Je vais avoir une chaîne d'approvisionnement aussi là, qui va faire que je vais amener de la biomasse à mon usine. Cette chaîne-là va émettre du CO2 à l'atmosphère. Mais je vais avoir un terrain de coupe sur lequel mes résidus ne seront plus là. Hein. Je les ai pris pour faire la production d'énergie. Et donc, je n'ai pas d'émission de CO2 ici là, par rapport à l'autre, ou j'en ai moins par rapport à mon scénario de référence. Et donc, c'est les deux scénarios que je dois comparer pour voir dans quelle mesure la biomasse va réellement me fournir un bénéfice à l'atmosphère par rapport aux carburants fossiles. Donc, dans le cas des résidus de coupe, bien là, je compare, surtout j'ai un système où je n'ai pas de résidus qui décomposent, j'ai un autre système où j'ai des résidus qui décomposent. Si ma source de biomasse, c'est plutôt des arbres entiers, des arbres verts qui sont sur pied, bien, dans mon système de référence, peut-être que ces arbres-là, ils auraient continué à pousser, j'aurais peut-être pas coupé ma forêt, donc ils auraient continué à pousser, ils auraient continué à faire de la photosynthèse et à séquestrer du carbone. Dans mon scénario de bioénergie, ces arbres-là, je les coupe, je les brûle, j'émets le CO2 à l'atmosphère. Donc, il faut que je tienne compte de ça dans mon bilan de carbone. Un autre scénario possible ou de source de biomasse, c'est peut-être des arbres qui sont affectés par des perturbations naturelles. Donc, c'est quoi qu'on discute beaucoup au Québec. C'est ce qui se fait notamment en Colombie-Britannique. On prend les arbres qui ont été tués par des perturbations naturelles et dont la fibre est dégradée et on les utilise pour la bioénergie. Donc, ça, on ne voit pas tellement bien, mais c'est en Gaspésie, là, où il y avait la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Donc, si mon scénario de référence, c'est une forêt attaquée par des perturbations naturelles, donc c'est des arbres défoliés, mourants, peut-être morts, donc probablement ne captent plus de CO2 par photosynthèse, peut-être se mettent à dégrader et à émettre du CO2 à l'atmosphère. Donc, si c'est ça mon scénario de référence, dans mon scénario bioénergie, bien, je viendrai chercher ces arbres-là et j'en ferai de la bioénergie. Donc, plusieurs contextes différents selon les sources de biomasse qu'on va utiliser et selon que j'utilise des arbres mourants, morts, défoliés ou des arbres vivants, bien, ma réponse finale, mon bilan final de mon système de bioénergie va être différent. Et après ça, qu'est-ce que je fais avec ma bioénergie? Il y en a, on utilise ce terme-là comme un terme parapluie, mais ça peut vouloir dire beaucoup de choses. On peut prendre la biomasse forestière pour faire juste du chauffage, donc par combustion directe. Ici, c'est un exemple à Amqui, là, c'est la chaufferie communautaire qui envoie de la chaleur à l'hôpital qui est juste à côté. Je pense que vous en avez quelques-uns en Abitibi aussi, des chaufferies de ce genre-là. Plusieurs systèmes, donc c'est en circuit court. La biomasse est récoltée tout autour et elle sert direct dans l'usine pour faire du chauffage. Autre forme de bioénergie, c'est des grosses usines de production d'électricité qu'on voit beaucoup en Europe. Donc, l'Europe utilisait beaucoup le charbon pour produire son électricité. Et là, dans un virage vert, il se met à utiliser maintenant de la biomasse forestière sous forme de granules de bois.
Et donc, si mon système final, ben, c'est une immense centrale comme ça qui va utiliser des centaines de milliers de tonnes de granules de bois qui sont peut-être produites ici en Amérique du Nord, en Colombie-Britannique, aux États-Unis ou dans l'Est du Canada, qu'on envoie par bateau en Angleterre pour brûler en remplacement du charbon, bien, le bilan de carbone ne sera pas tout à fait le même que si c'est des résidus de coupe qui sont récoltés, comme dans le cas d'Amqui, qui sont amenés à 20 km, qui sont chippés, qui sont brûlés directement. Donc, ça fait partie aussi de la réflexion. Donc, on ne peut pas dire la bioénergie, c'est bon tout le temps ou c'est pas bon tout le temps. Il y a tous les cas de figure dont il faut tenir compte. Puis toujours regarder qu'est-ce qui se serait passé si je n'utilisais pas la bioénergie. Et donc, on doit tenir compte, comme ça, du bilan de carbone de ton système de référence, les émissions de carbone le long de ton système de référence par rapport aux émissions de carbone le long de ton système de bioénergie. Et ça nous permet d'avoir une histoire un peu plus complète des bénéfices réels que peut fournir la bioénergie. Donc, on a fait ce genre de calcul-là, du temps que j'étais au Service canadien des forêts, où on a essayé d'établir dans quelles circonstances la bioénergie pouvait procurer des bénéfices à l'atmosphère. Et la plupart des calculs nous amènent à dire que souvent, dans les premières années, après la mise en place d'un système de bioénergie, je n'ai pas de bénéfice à l'atmosphère. Je produisais moins de CO2 avec mon système fossile, souvent dans les premières années. Mais après quelques années, mon système de bioénergie commence à être meilleur que mon système de référence aux énergies fossiles. Donc, ces premières années-là où mon système ne produit pas de bénéfices, c'est ce qu'on appelle la période de dette de carbone. Okay? Pendant les premières années, là, en raison de la densité de la biomasse, la densité en énergie de la biomasse qui est plus faible que les carburants fossiles, je crée cette dette-là, mais puisque les autres émissions du système de bioénergie sont plus faibles que celles du système système fossile, après quelques années, je rembourse cette dette-là et mon système de bioénergie se met à avoir des bénéfices à l'atmosphère. Et donc, on peut faire ce calcul de dette-là. Et il y a certains systèmes pour lesquels ça prend plusieurs années à rembourser la dette, puis il y en a d'autres systèmes pour lesquels la dette se rembourse rapidement. Aussi, quand on fait ces calculs-là, il y a beaucoup d'incertitudes, évidemment. On met toutes sortes de chiffres là-dedans pour lesquels, à quelle vitesse se décomposent les résidus en forêt, à quelle vitesse capte du carbone un arbre vert. Donc, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Et donc, quand on fait les calculs, bien, on tient compte de ces incertitudes-là qui nous permet de calculer, donc dans l'article qu'on a fait, une période de temps pour laquelle, même en tenant compte de l'incertitude, le scénario de bioénergie est moins bon que le scénario de référence aux énergies fossiles. Une période d'incertitude où, en raison justement de la variabilité des paramètres, la bioénergie est peut-être meilleure, est peut-être moins bonne que le système au fossile. Et une période, après quelques années, où on est sûr que le scénario de bioénergie va être meilleur que le système au fossile. Donc, quand on fait ce genre de calcul-là, ça nous permet de comparer ainsi différents systèmes, donc différentes sources de biomasse. Est-ce que je prends des arbres verts? Est-ce que je prends des arbres qui sont morts? Est-ce que je prends des résidus qui seraient laissés sur le bord de coupe, sur les aires de coupe? Est-ce que je prends des résidus de coupe qui auraient été brûlés de toute façon? Donc, c'est une pratique qu'on voit dans d'autres provinces canadiennes. Est-ce que j'utilise ma biomasse pour produire de la chaleur, pour produire de l'énergie? Est-ce que je m'en sers pour remplacer du charbon, pour remplacer du mazout, pour remplacer du gaz naturel? Donc, selon les combinaisons que je vais prendre, je vais avoir plus ou moins de bénéfices, plus ou moins rapidement et plus ou moins certains à l'atmosphère. Et donc, ça nous permet justement d'alimenter la réflexion quand on définit des politiques publiques, dans quel système de bioénergie tu devrais privilégier si tu veux avoir des effets à court terme ou à plus long terme. Donc, dans la plupart des travaux, ce qu'on voit, c'est quand on utilise des résidus de coupe qui auraient été brûlés de toute façon, donc ce qui se faisait historiquement au Québec, bien plus maintenant, mais ce qui se fait encore dans d'autres provinces, bien, si tu les prends et tu fais de l'énergie avec, tu as tes gains tout de suite. L'atmosphère a un bénéfice tout de suite parce que non seulement tu remplaces des carburants fossiles, tu les aurais brûlés pareil, tes résidus. Au moins, tu en récupères l'énergie. Si c'est des résidus qui se seraient décomposés de toute façon après en quelques années, bien, j'ai des bénéfices si je remplace des carburants fossiles qui ne sont pas très propres. Donc, le charbon, là, c'est dans les moins propres des pas propres. Là. Donc, quand je remplace du charbon, d'habitude, j'ai un bénéfice qui est assez rapide.
Si je remplace le gaz naturel, qui est le plus propre des pas propres, là, donc le gaz naturel, lui, est très efficace. Donc, la biomasse, ça y prend souvent plus de temps avant d'être efficace par rapport au gaz naturel. Et donc, selon les différentes sources de biomasse, on voit que les bénéfices vont arriver plus ou moins rapidement. La biomasse va toujours finir par être mieux que les carburants fossiles. C'est juste que ça peut prendre du temps. Si mes objectifs de réduction de gaz à effet de serre sont à très court terme, bien, il y a des systèmes qui vont procurer des bénéfices plus rapidement que les autres. Donc, dans une politique énergétique, c'est important de tenir compte de ça, du timing de ces bénéfices-là. Donc, on a fait ces travaux-là. Ça a été fait aussi ailleurs dans le monde, des calculs semblables, puis on arrive à peu près tous aux mêmes conclusions. Puis, une des grandes conclusions de ce genre de bilan-là, c'est en ce qui concerne les arbres entiers. Ce qu'on voit ici, c'est que la dette de carbone, quand on utilise des arbres entiers vivants, est toujours catastrophique. Hein. Donc, quand on regarde ces travaux-là, ça n'a jamais l'air d'être une bonne idée d'utiliser des arbres entiers vivants pour faire de la bioénergie. Un des problèmes avec ces travaux-là, c'est qu'on prend pour acquis que c'est un arbre vert. On regarde juste l'arbre tout seul, on dit, ben si je ne le coupe pas, il va continuer à pousser, il va continuer à séquestrer du carbone, à faire de la photosynthèse. Et là, je le coupe et je fais de la bioénergie avec. Pour ceux qui connaissent l'aménagement forestier, vous savez qu'on ne gère jamais un arbre tout seul. Hein? On va gérer un peuplement forestier. On va prendre une décision pour un peuplement, une décision d'aménagement forestier pour un peuplement au complet ou pour un paysage forestier. Et les circonstances où ce qu'on couperait tous les arbres juste pour faire de la bioénergie sont à peu près nulles, en tout cas, au moins dans le contexte québécois, puis certainement dans le contexte canadien, puis même dans le contexte de la forêt boréale, la couronne boréale mondiale, prendre des peuplements au complet juste pour faire de la bioénergie, c'est vraiment très peu probable parce que souvent, ça va être un panier de produits diversifiés qu'on va tirer de chaque hectare de forêt. On va vouloir aménager cette forêt-là et la couper en entier juste pour faire de la bioénergie. Dans la pratique, c'est pas quelque chose qui est vraiment réaliste ou qu'on peut imaginer qui va être fait sur le terrain. Donc, quand on fait le bilan de carbone, l'analyse de cycle de vie, ceux qui ont commencé à faire ça, souvent, n'étaient pas des forestiers, puis disaient « Ah, ben c'est pas une bonne idée de couper des arbres entiers puis de faire de la bioénergie avec. » Ils avaient raison si on regardait l'arbre en entier, mais dans la vraie vie, c'est pas vraiment comme ça que ça va se passer. Donc, si on le regarde dans des situations plus réalistes, est-ce qu'il y a des contextes dans lesquels l'utilisation des arbres entiers pour la bioénergie pourrait être une bonne idée? Donc, si je prends le contexte d'un peuplement de sapins-baumiers, donc c'est à la forêt Montmorency dans le nord de Québec, donc la forêt d'enseignement de recherche de l'Université Laval. Donc, les peuplements de sapins-baumiers, ils sont très susceptibles à la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Donc, je vous apprends sûrement rien. Donc, on est présentement dans une épidémie. Donc, les peuplements de sapins-baumiers se font attaquer. Les arbres deviennent défoliés, mourants, et ils vont mourir là, après quelques années de défoliation. Donc, si je regarde ce contexte-là, où j'ai un peuplement qui va être affecté par la tordeuse des bourgeons de l'épinette, donc j'ai fait des calculs. Si je prenais ce peuplement-là affecté par la tordeuse et que je regardais des systèmes de bioénergie dans lesquels je produirais du biocarburant. Dans ce cas-là, c'est du biodiesel. Mais j'aurais pu le faire avec d'autres formes d'énergie. Ce qu'on voit présentement dans le contexte de la tordeuse des bourgeons de l'épinette, quand on regarde les régions qui sont affectées par cet insecte-là, un des scénarios de référence qu'on voit quand même assez, c'est qu'en raison de la défoliation, la qualité de fibre du bois se dégrade assez rapidement. Après quelques années de défoliation, la qualité de fibre se dégrade et elle devient pas intéressante pour les produits du sciage ou de la pâte parce qu'il y a de la pourriture qui s'installe dans l'arbre et ces peuplements-là deviennent rapidement inutilisables. Le peuplement en moyenne va devenir pas intéressant pour les produits du sciage et de la pâte. Donc, le scénario de référence dans certaines circonstances, c'est que ces peuplements-là vont juste rester debout et seront juste pas aménagés. Ils vont pas continuer à pousser. Là. Les arbres sont défoliés, sont dégradés. Donc, souvent, il y en a une partie qui va tomber par chablis. Donc, le scénario de référence, dans ce cas-là, oui, c'est des arbres entiers, mais ce n'est pas des arbres qui vont continuer à pousser et à séquestrer du carbone. Donc, si je rentre
la bioénergie là-dedans. Si je dis, OK, maintenant, j'ai un marché de la bioénergie qui peut donner une voie de valorisation pour les arbres qui sont trop dégradés. Je rentre là-dedans. Puis là, je dis, OK, bien, si mon arbre est trop dégradé, je vais l'envoyer à la bioénergie. Il va sûrement avoir des arbres qui ont résisté un peu mieux à la défoliation et dont la fibre n'est pas encore dégradée. Bien, ces arbres-là, je vais les envoyer au sciage. Je ne serais pas allée chercher ce bois de sciage-là si je n'avais pas eu le marché de la bioénergie parce que la plupart des arbres ne sont pas utilisables pour le sciage. Mais dans un contexte de foresterie, d'aménagement forestier, je pourrais penser que si j'ai un marché tout d'un coup pour les arbres très dégradés, bien, je vais rentrer dedans. Donc, non seulement je vais mobiliser de la bioénergie, mais je vais aussi mobiliser du bois de sciage qui va stocker du carbone, qui va avoir un effet de substitution sur le marché. Donc, mon bilan de carbone, c'est plus mon arbre tout seul que j'envoie à bioénergie. C'est un peuplement qui, dans son scénario de référence, n'aurait pas été aménagé, puis que dans un scénario de bioénergie, devient aménagé, fournit de la bioénergie et fournit du bois de sciage. Et donc, je dois tenir compte de ça dans mon bilan de carbone. Donc, si je prends pour acquis que j'envoie tous mes arbres à la bioénergie, ce qui est très peu probable, bien là, ma dette de carbone serait quand même assez longue. Mais si je prends pour acquis que le fait d'aller chercher des arbres dégradés va me permettre d'aller chercher en même temps des bois de haute qualité qui vont me permettre de faire du sciage, bien, je viens d'améliorer le bilan de carbone de la bioénergie parce que c'est du bois de sciage que je n'aurais pas mobilisé sans la bioénergie. Et donc, ça vient changer, ça vient raccourcir drôlement la dette de carbone de la bioénergie. Donc, ça vient changer le portrait de l'arbre tout seul, si j'avais juste regardé cet arbre-là tout seul. Donc, on a fait les calculs. Si c'est des arbres défoliés qui font juste plus pousser, ou si c'est des arbres qui sont morts et donc qui auraient commencé à émettre du CO2 par décomposition. Donc, le fait que la bioénergie permet de mobiliser du bois de sciage qui a un effet positif sur le bilan de carbone parce que ça stocke du carbone, ça remplace le ciment, le béton et autres. J'ai un effet positif sur le climat. Donc, la bioénergie comme un effet mobilisateur de bois de sciage, ça vient améliorer le bilan de carbone de la bioénergie. Et ça, c'est surtout vrai si on est très, très bon avec le bois de sciage. Et ici, vous êtes un bon département. Tout ça, ce qu'on étudie, les procédés de transformation du bois pour les rendre très, très efficaces. Et donc, si je suis vraiment efficace dans ma transformation et que je fais du bois de sciage de très haute qualité qui va aller sur le marché dans la construction puis qui va être stocké longtemps puis qui va substituer d'autres produits, bien, c'est là que j'ai mon plus gros effet sur mes plus gros bénéfices à l'atmosphère. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on devienne très, très bon pour bien classifier les tiges quand on va dans des peuplements où il y en a une partie qui est dégradée. Pour l'instant, on faisait juste regarder ces peuplements-là. S'il n'y avait pas assez de bois de sciage, on les considérait comme inutilisables. Mais là, maintenant, il faudrait qu'on devienne très bon pour identifier les billes qui peuvent aller au sciage et les billes qui sont trop dégradées, avec lesquelles on pourrait faire de la bioénergie. Un autre scénario de référence possible, toujours dans le cas de mon peuplement qui a été affecté par la tordeuse, c'est aussi un scénario de référence qu'on voit présentement dans un contexte qu'on n'a pas de marché de la bioénergie. C'est que la compagnie va rentrer dans le peuplement, va venir chercher le bois de sciage, mais va couper les autres arbres et les arbres qui sont trop dégradés et va juste les laisser sur le parterre de coupe. Okay? Des fois, les compagnies ils ont des autorisations de pouvoir laisser des volumes importants comme ça. Si c'est des arbres qui sont trop dégradés, bien là, l'opérateur des machines, il va couper l'arbre, il va vérifier la tranche de l'arbre et s'il voit qu'il y a trop de pourriture, il va juste le laisser sur le site. Donc ça, c'est des scènes qu'on voit présentement, notamment ça vient de la Côte-Nord. C'est une photo de l'année passée ou il y a 2 ans et c'est encore la même chose. Donc, les arbres de bonne qualité ont été récoltés. Les arbres trop dégradés, ils sont juste laissés sur le parterre de coupe. Et donc, ça, c'était des arbres entiers là, avant qu'on les récolte. Donc, on peut imaginer qu'est-ce qui se serait passé si je pouvais les utiliser pour la bioénergie. Oui, c'est d'utiliser des arbres entiers, mais le scénario de référence, c'est pas un arbre qui reste debout et qui continue à faire de la photosynthèse. C'est un arbre qui est coupé, qui est laissé sur le site comme ça, qui va se décomposer, évidemment, avec le temps. Et que non seulement il va produire du CO2 par décomposition, si vous êtes un semis, là, vous êtes un petit arbre là, qui essaie de se régénérer, là,
la probabilité que vous voyez la lumière là, commence à être faible quand vous avez des tas de résidus, des résidus comme ça sur le site. Donc, ces sites-là, ils ont des problèmes de régénération. Ça prend du temps avant que la régénération naturelle qui est établie là, elle n'a pas de chance de pousser. Avant qu'elle commence à traverser les tas de résidus, ça va prendre du temps. Donc, ce qu'on va faire pour accélérer ça, on va venir avec la machine, on va retirer ces résidus-là. Des fois, ça va prendre un passage, 2 passages de machinerie, et après ça, on va faire du reboisement. Un scénario où il y aurait eu de la bioénergie, si on était venu chercher ces arbres-là, ben, probablement que la régénération, elle aurait été capable de s'installer par elle-même, elle aurait été capable de pousser par elle-même. Donc, le fait d'aller chercher cette biomasse-là pour la bioénergie, ça peut avoir un effet positif sur la régénération du site. Donc, faciliter la régénération, accélérer la croissance du site. Donc, oui, c'était des arbres entiers à l'origine, mais dans le scénario de référence, c'est des résidus qui décomposent et qui nuisent à l'établissement de la régénération. Donc, il faut que je tienne compte de ça aussi dans mon bilan de carbone. Donc, dans un scénario de référence où les arbres seraient laissés sur l'aire de coupe, si je tiens compte du fait que la récolte de biomasse peut venir améliorer l'établissement et la croissance de la régénération, encore une fois, je réduis la dette de carbone de la bioénergie, j'améliore son bilan de carbone. Et ça, c'est des scénarios de référence qui sont fréquents présentement dans les forêts boréales qui sont attaquées par les perturbations naturelles. Et donc, c'était des arbres entiers, sauf que le calcul de son bilan, si je tiens juste compte de lui, puis je ne tiens pas compte des autres effets d'aménagement forestier et de sylviculture, de la récolte de ces arbres-là, mais ça vient drôlement changer le portrait. Ça, c'est une photo que j'ai prise il y a une couple de semaines avant que la neige arrive à Port-Cartier. C'est des arbres. Les opérateurs venaient chercher le bois de qualité sciage pour l'usine de sciage. Et ces arbres-là, puis c'est des diamètres, vous voyez à côté du casque, c'est des diamètres quand même assez importants qui sont laissés sur l'aire de coupe dans un scénario de référence. Donc, c'est des volumes de bois vraiment importants qui sont laissés là. C'était des arbres verts. La compagnie les a coupés, a vérifié, non, sont trop dégradés, et après ça, les laisse sur l'aire de coupe. Dans ce contexte-là, il y a une usine d'huile pyrolytique, donc qui est un biocarburant qui peut remplacer le mazout, qui vient de s'installer sur le même territoire que l'usine de sciage et qui va peut-être pouvoir valoriser ces arbres-là. Et donc, dans ce contexte-là, il y a des travaux de recherche présentement qui se font sur mais qu'est-ce qu'on fait pour remettre en production ces sites-là? Combien de machines ça va prendre? Quelle machine de préparation de terrain ça va prendre pour être capable de remettre en production ces sites-là? Mais la bioénergie peut venir jouer un rôle d'outil sylvicole vraiment intéressant en évitant d'avoir à faire ces préparations-là puis en utilisant direct ces arbres-là. Même contexte dans le cas des strates mixtes, donc des peuplements qui contiennent à la fois des arbres feuillus et des arbres. Peut-être moins le contexte ici en Abitibi, mais on voit ça au lac Saint-Jean ou dans la région de Charlevoix. Les strates mixtes, comme ça, il n'y a pas de preneur pour les arbres feuillus. Régionalement, dans les régions où il n'y a pas personne qui veut venir valoriser les arbres feuillus, mais les arbres résineux, eux, ils ont un marché. Mais ce qui se passe, c'est que les strates mixtes, comme ça, ils sont laissés intouchés, non aménagés, parce que personne ne veut aller valoriser les arbres feuillus. Et on va juste récolter les strates de résineux purs. Donc, on coupe tous les peuplements qui ne contiennent pas de feuillus, même s'il y a des beaux arbres de résineux avec lesquels on pourrait faire du sciage dans ces peuplements-là. Donc, on a un problème présentement de strates mixtes comme ça qui s'accumulent dans le paysage et que personne ne veut aménager parce qu'il n'y a pas de preneur pour les arbres feuillus. La bioénergie, il n'y a pas tant de restrictions en termes de qualité de fibre. Ces arbres-là pourraient faire notamment des biocarburants. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces arbres feuillus-là, régionalement, ils n'ont pas de marché pour le sciage ou pour la pâte. Ils ont toutefois des caractéristiques chimiques du bois qui pourraient les faire de la matière première vraiment intéressante pour la bioénergie parce qu'ils contiennent des taux de sucre plus importants que les autres espèces. Donc, ils sont mal aimés des produits conventionnels du bois, mais pourraient devenir des vedettes là, de la bioénergie. Les strates mixtes, comme ça, dans certains cas, le scénario de référence, c'est ça qui se passe. Ça, c'est en Gaspésie. On est venu chercher les arbres résineux, les arbres feuillus.
ils ont été coupés parce qu'ils étaient dans le chemin. Donc, l'opérateur de machine a coupé les arbres, les a laissés sur l'aire de coupe pour juste partir avec les arbres résineux. Et donc, les arbres feuillus, ils ont été coupés de toute façon. Ils ne vont pas continuer à pousser puis faire de la séquestration de carbone. Ils ont été coupés, ils sont laissés sur l'aire de coupe. Encore une fois, il y a des projets de recherche. Mon frère, que vous connaissez peut-être, Nelson, est spécialiste de la préparation de terrain. Il est appelé pour faire des travaux de recherche de préparation de terrain dans ce contexte-là. Il a appelé ma sœur, elle va faire de la bioénergie avec ça. Donc, on peut voir que la récolte de biomasse, dans certains contextes, pas dans tous les cas, mais pourrait servir d'outil sylvicole. Donc, ça viendrait, ça offrirait une opportunité de plus de faire de la bonne sylviculture dans certaines circonstances. Et donc, ça vient changer l'idée du bilan de carbone de la bioénergie quand si on regardait juste l'arbre tout seul. Donc, ça, c'était une partie des travaux de recherche sur ces aspects écologiques-là. Une autre partie de travaux dont je voulais vous parler, c'est que, OK, c'est bien beau d'identifier des sources de biomasse, mais encore faut-il qu'on soit capable de les transformer en produits de la bioénergie qui vont avoir de la valeur sur le marché. Un des problèmes qu'on a avec la biomasse forestière, c'est que dans la définition, souvent, on va considérer que c'est les résidus d'un autre secteur industriel. Et quand on parle de résidus, souvent, on va avoir tendance à pas bien connaître. C'est des déchets, hein, donc on ne s'intéresse pas tellement à la qualité de ces déchets-là. Et ça vient un peu du problème qu'on les a qualifiés de résidus pendant très longtemps et pas comme de la matière première. Sauf que le fait de considérer la biomasse forestière juste comme des résidus, bien là, ça a le fait qu'on ne s'est pas intéressé tant que ça à ses propriétés, donc à sa qualité pour que ça soit efficace pour la transformer en différents produits de la bioénergie. Sauf que c'est vraiment, vraiment important qu'on s'intéresse à ces aspects-là de qualité. Je vois Annette qui hoche la tête, là, un programme de recherche juste sur ça. Donc, ça montre l'importance. C'est que quand on compare les prix des carburants fossiles, notamment en Amérique du Nord, l'énergie est vraiment pas chère dans notre contexte, là. Donc, si on veut être capable d'aller remplacer les carburants fossiles, il va falloir qu'on soit sacrément bon dans nos chaînes d'approvisionnement et vraiment, vraiment efficace dans nos systèmes de conversion parce qu'on a à se battre avec des systèmes qui sont déjà très, très efficaces et qui produisent de l'énergie à très faible coût. Donc, il va falloir qu'on travaille sur la qualité de notre biomasse forestière puis qu'on arrête de juste la considérer comme des résidus. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de recherches qui se fait là-dessus. Quand on regarde les projets de bioénergie qui n'ont pas marché dans les dernières années, mais c'est souvent parce qu'on ne s'est pas assez intéressé à la qualité de la biomasse, justement, aux techniques de traitement, de pré-traitement de cette biomasse-là pour en faire un produit de la bioénergie qui est efficace. Et maintenant, faut plus utiliser ce prétexte-là, que je ne veux plus voir de projets de bioénergie qui ne fonctionnent pas au Québec parce qu'on ne s'est pas assez soucié de la qualité de cette biomasse-là, parce que maintenant, les connaissances sont en train de se développer, il y en a qui existent déjà. Donc ça, c'est juste un rapport qu'on a publié avec l'Agence internationale de l'énergie où on a regardé les différentes techniques de pré-traitement de la biomasse. Et donc, ces technologies-là, ces pratiques-là, c'est pas rocket science, là. On n'essaye pas d'envoyer une navette spatiale là, dans l'espace, là, comme David Saint-Jacques. Là. On fait juste faire sécher de la biomasse, la trier, la pré-traiter de manière efficace pour en faire de l'énergie. Donc, c'est des technologies et des connaissances qui sont disponibles. Juste pour montrer ce qui se passe, comment que ça peut venir changer drastiquement la rentabilité d'un projet de bioénergie quand on se met à soucier de la qualité de la biomasse. Ça, c'est des données qui viennent de collègues de Colombie-Britannique qui ont un système de gasification à la biomasse forestière sur le campus de l'Université à Vancouver. Et donc, quand ils ont parti le système de biomasse, ici, ce que vous voyez sur la ligne jaune, c'est la quantité de vapeur que le système produisait. Donc, plus le système produit de vapeur, plus il y a d'énergie qui est produite. Puis ici, c'est la quantité de biomasse. Donc, vous voyez que la quantité de biomasse qui est utilisée par le système de gasification n'a pas tellement changé au cours des semaines. Cela dit, on voit qu'à mesure que le système, quand il a été mis en place, on s'est aperçu que la qualité de la biomasse avait une grosse influence sur la quantité de vapeur.
Donc, dans les semaines qui ont suivi la mise en place du système, on s'est mis à s'intéresser et à travailler sur la qualité de la biomasse, à essayer de l'améliorer, la sécher de manière plus appropriée, à se débarrasser des particules qui étaient soit trop petites ou soit trop grosses, puis qui causaient des bris dans le système. Et donc, on a continué à consommer à peu près la même quantité de biomasse, mais on a drôlement augmenté l'efficacité du système. Donc, vous pouvez penser que pour la même quantité de biomasse, le même coût, notre système est devenu vraiment plus efficace juste en quelques semaines. Donc, ça, c'est un bel exemple d'apprentissage technologique où on se met à s'intéresser à la qualité de la biomasse, la qualité de notre matière première, qui nous permet d'augmenter la rentabilité de notre système. Donc, si les gens de Vancouver ont été capables de le faire, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de le faire, nous autres aussi, qu'on le fasse dans d'autres cas. Exemple semblable ici, ça vient de la Suède. Donc, ça se passe sur une plus grande période de temps. Donc, c'est les coûts de la biomasse forestière en Suède en fonction des années. Donc, la quantité de biomasse qui a été produite, qui ont produit au cours des dernières décennies. Et ce qu'on voit là-dessus, c'est que avec le temps, les Suédois, ils ont réussi à baisser de manière significative les coûts de la biomasse forestière. Et comment ils ont réussi ça? Bien, ils se sont pratiqués, puis ils sont devenus bons, puis ils sont devenus meilleurs et meilleurs à améliorer l'efficacité de leur chaîne d'approvisionnement, leur système de conversion. Ils ont mis en place, évidemment, des politiques publiques, institutionnelles qui facilitaient l'utilisation de la biomasse, mais ils ont mieux formé leur main-d'œuvre, ils ont développé des nouvelles machines qui sont plus efficaces à la récolte de biomasse, des meilleurs systèmes de pré-traitement de la biomasse. Et donc, tout ça ensemble, ça a permis de faire baisser les coûts d'approvisionnement en biomasse avec le temps. Donc, encore une fois, un exemple d'apprentissage technologique et institutionnel qui fait que la biomasse elle va être capable d'être compétitive et d'être efficace par rapport aux carburants fossiles. Et donc, les questions de pré-traitement de la biomasse, de s'intéresser à la qualité de la biomasse, ça a joué un rôle vraiment essentiel là, dans cet apprentissage technologique-là. Donc, c'est juste, on n'essaye pas là, de faire une machine à voyager dans le temps. Là, c'est des choses, bien faire le séchage de la biomasse, bien faire le triage, bien faire la mise en copeaux et tout. C'est des technologies qui sont à notre portée et qu'on est capable d'utiliser. Dernière chose que je voulais vous parler, ce qui caractérise la biomasse par rapport aux autres formes d'énergie renouvelable, c'est que c'est vraiment à l'interface d'un autre secteur industriel, donc qui est le secteur forestier. Donc, la biomasse, c'est ancré dans un autre secteur forestier. C'est aussi profondément ancré dans le territoire. Et ça distingue vraiment la biomasse des autres formes d'énergie renouvelable. Donc, le fait que ça soit vraiment ancré dans le secteur forestier, bien, ça vient modifier nos pratiques habituelles d'approvisionnement en bois. Et ça peut avoir des impacts positifs aussi qu'il faut qu'on soit capable de quantifier et de qualifier. Ici, c'est une chaîne conventionnelle de produits du bois. Donc, c'est quoi les différents acteurs qui peuvent mobiliser du bois, le transformer pour en faire des produits conventionnels du bois, donc du sciage ou de la pâte. Donc, vous voyez, ce système-là est fait comme ça. Si je regarde un système semblable dans lequel je rajoute la bioénergie forestière, bien, ça veut dire que je vais avoir besoin de beaucoup plus de monde. Il va falloir que je mobilise beaucoup de personnes, que j'aie beaucoup d'interactions avec les acteurs en place pour que mon système de bioénergie fonctionne bien. Et donc, je dois travailler en équipe avec le secteur forestier actuel. Je dois mobiliser beaucoup de personnes dans le travail d'équipe pour que ça fonctionne. Donc, si ça prend du monde pour faire de la foresterie, ça prend encore plus de monde si je veux faire de la foresterie qui inclut aussi la bioénergie. Et donc, le fait que ça mobilise plus de gens, que ça crée des interfaces avec le secteur forestier actuel, bien, c'est vu comme quelque chose de vraiment positif. On a fait des sondages un peu partout au Québec pour comprendre les motivations et les intérêts à développer la biomasse forestière. Donc, j'ai fait ça au Québec. J'avais des collègues qui faisaient la même chose dans d'autres pays du monde. Et ce qu'on s'aperçoit, notamment au Québec, c'est que les attentes des communautés forestières envers la bioénergie sont généralement très, très positives et les gens voient vraiment la biomasse forestière comme une belle façon de créer des emplois,
de garder les jeunes en région, de créer des nouvelles occasions d'affaires. Et donc, l'effet mobilisateur de la biomasse forestière, donc, est vraiment perçu comme quelque chose de très, très positif et comme une raison pourquoi les communautés forestières voudraient se lancer dans la biomasse. Dans les calculs qu'on a faits, on a essayé d'évaluer la quantité d'emplois en termes de retombées socio-économiques que les systèmes de bioénergie pouvaient créer. Donc, nos estimations nous disaient qu'on allait créer 0,04 à 0,2 emplois par gigawattheure de bioénergie produite. Donc, notre étude, ça se basait sur des systèmes de chauffage communautaire. Ce n'est pas des chiffres astronomiques, 0,2 emplois dans une communauté, sauf que ça permet de stabiliser des emplois en place qui sont souvent mis à mal là, dans certaines communautés forestières, là, quand tout dépend d'une seule ou de la même usine. Bien, le fait de pouvoir stabiliser des emplois en développant la bioénergie, c'est quelque chose qui était vu de manière positive. Donc, ce chiffre-là, même s'il a l'air un peu bas et un peu déprimant, bien, ces emplois-là, bien, ils peuvent avoir un rôle très important là, dans des communautés qui sont présentement trop dépendantes là, d'une seule industrie. Et les travaux ils ont aussi montré que dans les communautés où il y avait des systèmes de chauffage à la biomasse, une des retombées, mais c'était un renfort du bien-être communautaire. Donc, le fait que ça prenne beaucoup de personnes, beaucoup d'interactions entre plusieurs individus différents pour que le système de chauffage à la biomasse fonctionne, mais ça augmentait la cohésion du réseau social dans la communauté et ça augmentait le bien-être communautaire par rapport à des villages qui n'avaient pas de système à la biomasse puis qui recevaient plutôt des camions de mazout qui viennent alimenter des chaufferies. Donc, une des retombées positives de la biomasse forestière, il y a les aspects écologiques, environnementaux, mais il y a cet aspect-là social là, qui peut être très important et donc qu'il ne faut pas négliger. Je voulais finir avec ça. Donc, c'est un graphique là, tout récent là, sur les émissions de CO2 dans la province de Québec là, qui montrait les efforts qui ont été faits depuis 1990 par rapport à 2016 pour le Québec. Donc, on a vu qu'on a réduit nos émissions de CO2 liées à la production d'électricité. On partait déjà avec pas tellement d'émissions parce que c'est surtout l'hydro, mais on a réussi quand même à faire des efforts là. Donc, on voit qu'il y a certains secteurs, le secteur industriel a réussi à faire beaucoup d'efforts. Le secteur des transports, ça ne va pas bien. C'est là que nos émissions ont continué à augmenter. Donc, on peut se demander si la biomasse peut jouer un rôle pour aider à faire diminuer nos émissions. Donc, la bioénergie présentement au Québec, c'est beaucoup lié au chauffage. On utilise la biomasse pour faire la combustion directe et produire de la chaleur. Donc, on peut penser que ça va jouer un rôle pour remplacer peut-être le reste du charbon qui est encore utilisé au Québec ou le reste du mazout. Donc, peut-être ici, ça va nous aider à faire baisser de plus cette colonne-là, peut-être ici dans les émissions industrielles. Pour le transport, il y a des chances que la biomasse vienne jouer un rôle. Oui, là, on parle d'électrification des transports qui va pouvoir jouer un rôle là, mais on peut difficilement imaginer, par exemple, des très gros camions qui puissent fonctionner juste avec des batteries électriques. Donc, tout le secteur des biocarburants liquides à partir de la biomasse, peut-être que là, ils vont pouvoir jouer un rôle. Dans le transport, ce n'est pas inclus là, mais il y a le transport aérien. Ça va être difficile d'imaginer faire voler un avion avec des batteries électriques ou des panneaux solaires. Fait que les biocarburants liquides tirés de la biomasse là, vont probablement jouer un rôle important là, dans les prochaines décennies là, pour faire baisser nos émissions. Même genre de données ici, là, donc c'est les données de 2017 qui montrent la consommation d'énergie au Québec. Donc, on voit les énergies renouvelables, il y a l'hydro qui joue un rôle très important. Mais vous voyez le spaghetti de la biomasse ici, là. Vous voyez le pétrole ici, l'espace qu'il occupe. Là, qu'on peut imaginer que la biomasse pourrait venir gruger là, une partie de la grosse barre là, du pétrole. Je vais juste vous parler récemment, là, mon université a annoncé une entente avec Énergir. Donc, on va se mettre Énergir, c'est la compagnie de gaz naturel.
il y a une fraction de l'approvisionnement d'énergie qui vient de ressources renouvelables. Et donc, l'Université Laval a eu une entente avec Énergir pour acheter cette fraction-là renouvelable. Et Énergir s'engage à utiliser la biomasse forestière, donc à utiliser la biomasse forestière comme source pour faire du gaz naturel renouvelable dans les prochaines années. Donc, c'est un projet qui est à assez long terme parce qu'on ne sait pas encore exactement comment on peut transformer la biomasse forestière en gaz naturel renouvelable qu'on pourrait juste mettre dans les pipelines d'énergie. Mais pour venir remplacer ici là, les barres qui viennent des carburants fossiles, c'est une des options là, qui est envisagée, là, que la biomasse pourrait... Oui, c'est le fun, les systèmes de chauffage communautaires, là, comme on a à Amqui, là, les petits systèmes réseau court et tout, là, mais ça va prendre plus que ça si on veut se débarrasser là, des grosses barres noires et grises là, qui sont sur ce graphique-là. Et donc, des outils comme la gasification de la biomasse ou la production de carburant liquide va certainement faire partie de la solution. Donc, juste pour rappeler là, que la bioénergie, toutes les formes de bioénergie, là, ils font toutes partie de la même équipe, ils font toutes partie de la même équipe de super-héros que les produits du bois. Et ça, c'est un message important à transmettre au secteur forestier en général. Les joueurs actuels du secteur forestier, ils ont tendance à avoir peut-être d'un mauvais œil qu'il y ait des joueurs bioénergie qui viennent s'installer dans le réseau parce qu'ils ont peur pour leur approvisionnement. Il y a des craintes qui sont légitimes. Même entre formes de bioénergie, entre les promoteurs du chauffage à la biomasse et les promoteurs des biocarburants liquides, on voit beaucoup de compétition, mais il faut se rappeler qu'on fait tous partie de la même équipe, que l'ennemi n'est pas entre nous autres, là, il est en avant, c'est les changements climatiques. Et donc, les synergies et le travail d'équipe dans cette équipe-là de super-héros, là, ça va être vraiment important qu'on les documente et qu'on les fasse valoir là, dans les prochaines années. Parce que pour être capable de remplir cette cible-là, là, ça va en prendre du travail là, pour faire dégringoler les carburants fossiles. Voilà. Merci. Alors, on a quelques minutes pour quelques questions. Bonjour. Merci pour la présentation. Moi, j'avais deux questions en fait. La première question, c'est du point de vue économique. En France, tu as soulevé le point tantôt là par rapport au conflit d'utilisation entre les différents secteurs. Mais en France, c'est ça, on a beaucoup joué sur le développement des bioénergies, donc du chauffage au bois, de la méthanisation et puis de ces autres procédés-là. On est arrivé à un point tel que finalement, la bioénergie, elle est devenue tellement intéressante qu'elle a supplanté finalement les autres emplois, puis qu'on se retrouve avec du bois d'œuvre, puis du bois pour les pâtes qui part en bioénergie parce que ça revient moins cher que du pétrole ou d'autres choses. Ça, c'est un risque qu'il faut gérer avec les politiques publiques. On a la chance au Québec là, d'avoir des forêts publiques où il y a quand même un maître d'œuvre qui peut allouer les bois, mais ça reste toujours un risque. Donc, l'idée du travail d'équipe dans le secteur forestier est vraiment important pour éviter ce genre de choses-là parce que le cas où tu as des arbres de très bonne qualité qui s'en vont au sciage en raison peut-être d'un billet dans les politiques publiques là, qui vont subventionner ce bois-là, faudrait pas que ça arrive. Là, la Suède s'en sort pas si pire. Là, ils ont été capables de trouver une balance là, pour éviter trop de compétition entre les produits du bois, mais ça reste en effet un enjeu. Là. Dans le contexte québécois où ce qu'on n'a pas de marché ou très peu de marché de la bioénergie, quand on fait des calculs où ce que l'énergie fossile, l'électricité vaut vraiment pas cher, ben, d'utiliser des arbres de qualité bois d'œuvre pour faire de la bioénergie, ça n'arrive pas, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, là, que c'est un bon avertissement là, que tu fais là, que c'est pas impossible là, que ça vienne trafiquer le marché. Là. Fait qu'il faut rester vigilant, en effet. Juste c'est une petite question, c'est dans les résidus en fait qui sont prélevés, qui sont pris en forêt, est-ce qu'il y a un risque d'appauvrissement des sols à long terme? Puis du coup, si on prend pas en compte ce risque-là d'appauvrissement du sol, ça veut dire qu'on
qu'on surestime le renouvellement de la biomasse aussi à long terme? C'est une très bonne question. Quand j'avais présenté il y a 10 ans, c'est exactement là-dessus que j'avais présenté. Donc, les impacts possibles d'une récolte des résidus de coupe. La bonne nouvelle, c'est que bon, j'ai commencé mes études graduées en 2001, là, ça fait depuis 2001 que moi, je l'étudie. Puis avant moi, il y avait David qui l'étudiait. Et ailleurs dans le monde, c'est une des préoccupations principales liées à la récolte de biomasse forestière. Et donc, on a beaucoup de recherches sur lesquelles s'appuyer qui fait qu'on est capable d'identifier les conditions sensibles, les sites sensibles sur lesquels on devrait éviter la récolte de biomasse pour les raisons que tu viens de dire, pour les risques d'appauvrissement des sols ou les risques à la biodiversité. Et donc, on a des connaissances qui ne sont pas parfaites encore, mais qu'on continue de bâtir. Et donc, avec ces connaissances-là, on est capable d'identifier les sites pour lesquels on est à peu près sûr que ça va être correct, qu'on peut aller récolter les résidus. On a à peu près 25 ans de données, je pense, au Québec. Il y en a plus dans le reste de la couronne boréale. Donc, avec ça, on est capable d'identifier les sites pour lesquels c'est correct, puis les sites pour lesquels il y a des risques. Donc, on devrait éviter la récolte de biomasse. La bonne nouvelle, c'est que même quand on prend n'importe quel territoire au Québec, si on enlève les sites sensibles, même si on est très sévère dans nos critères, il nous reste de la biomasse qui nous sort par les oreilles. Là, quand on est capable d'avoir une filière de la biénergie qui est très prospère sans nuire là, aux écosystèmes forestiers. Juste est-ce qu'on pourrait avoir une idée sur les quantités disponibles, par exemple, de résidus qu'on pourrait aller chercher? Est-ce qu'on n'aura pas recours finalement un jour ou l'autre à abattre des arbres qui étaient sur pied? Mais si, je n'ai pas les chiffres en tête, mais si on prend les résidus présents sur les sites non sensibles, si on prend les arbres dégradés qui n'ont pas de marché, donc les occasions sylvicoles, là, ça nous fait, on est capable de remplacer tout le charbon, tout le mazout qui est consommé au Québec. On peut remplacer une partie des carburants fossiles, une partie du diesel. Je n'ai pas les chiffres en tête, là, mais même sans problème, juste en utilisant ce qui nous vient de l'aménagement forestier, ça représente une part quand même importante, surtout si on voit la biomasse comme un outil sylvicole. Et puis, c'est la localisation de la biomasse que vous cherchez par rapport à la localisation de l'industrie de transformation. Est-ce que ceci ne va pas aussi poser un problème si vous vous installez quelque part puis vous dites on va chercher ailleurs? Mais ça, c'est l'enjeu du secteur forestier en général. La biénergie va faire partie de la même équipe que les autres. Donc, on va aller sur tout ce qu'il y a déjà de l'aménagement forestier. Mais quand on fait les calculs économiques, en effet, la distance de transport est souvent un problème parce que en haut de 100 km, c'est vraiment plus rentable. Sauf que ça, c'est sans tenir compte d'aucune politique de soutien à la biénergie. Donc, si on rentre des taxes carbone ou si on rentre des subventions à la biénergie, bien là, le portrait économique vient changer. Une autre chose qui change le portrait économique puis qui n'est pas tenu en compte présentement, mais c'est que si la récolte de biomasse est vraiment vue comme faisant partie de l'équipe, puis que ça peut servir d'outil sylvicole. Donc, si ça permet d'éviter des coûts de préparation de terrain, bien, est-ce que l'argent que tu aurais mis sur la préparation de terrain, bien, tu peux la mettre comme subvention à la biénergie. Donc, la question du travail d'équipe, d'un point de vue économique, est encore à faire, mais ça, c'est des pistes qui font que la rentabilité de la biénergie va probablement être meilleure avec le temps. Une des choses que je déplore, c'est qu'on a fait des tests là, au Québec de récolte de biomasse. On dit ça coûte tant, ça coûte cher. Mais il faut tenir compte qu'on va devenir meilleur avec le temps. L'idée de l'apprentissage technologique, puis que la Suède, ça y a pris quelques années avant de devenir bon. Bien, peut-être qu'il faut se donner. C'est pas parce que le coût de machine qu'on a présentement, il ne va pas nécessairement être le même dans le temps, parce que notre main-d'œuvre va devenir mieux formée. On va avoir la machinerie plus adaptée, des meilleures techniques de transport. On va optimiser le transport. Donc, en regardant ce qui se fait ailleurs, on peut imaginer que les coûts aussi d'approvisionnement vont baisser avec le temps. Juste attends, on avait eu une question en ligne. Il y avait Donc, question en ligne de J. Lucier. Dans le monde, à quel prix se transige la biomasse dans les cas où c'est rentable? Quel prix? Je sais que comme le coût du charbon, c'est à peu près le 4 $ du gigajoule. Et là, la biomasse avec
avec les subventions qu'on trouve dans des pays scandinaves notamment, ils arrivent à concurrencer ça. Mais ils ont besoin de soutien public. C'est ça que c'est très dépendant, évidemment, là, du système énergétique là, de chaque pays. Là. Mais avec les bons programmes de soutien, ils sont capables de compétitionner les carburants fossiles. Il y avait une question. Oui, c'est une question de timing. Parce qu'il me semble, dans le scénario, au début, on voyait que avant que ça devienne rentable en termes de carbone, ça peut prendre 30, 40, 50, 60 ans. Dans un contexte où on a des cibles en 2020, bien là qu'on va rater, mais en 2030, y a-t-il quand même moyen d'utiliser la biomasse? Puis, je ne sais pas, des aménagements qu'on peut faire pour que ça paye un petit peu plus vite? Mais c'est qu'il y a des systèmes de bioénergie qui ont des effets, des bénéfices directs à court terme, certains. Donc, l'utilisation des résidus de couple, l'utilisation des résidus d'usines qui ont présentement pas de preneur, tu as un effet là, à très, très court terme. Donc, on peut imaginer que dans notre portfolio bioénergie, on privilégie d'abord ces sources-là. Et les sources dont les bénéfices sont un petit peu plus loin dans le temps, bien là, dans 30 ans, on va avoir encore besoin d'énergie. Donc, il ne faut pas se limiter juste à ce qui se passe à court terme, mais on peut privilégier dans notre portfolio ce qui apporte des bénéfices à court terme, mais quand même préparer notre système en mobilisant ces sources de biomasse-là, sachant que les bénéfices sont plus loin dans le temps, parce qu'on va vouloir continuer à sauver le monde aussi là, dans 30 ans. Fait que, ça a été ça, un des problèmes liés au bilan de carbone. Je pense qu'on a probablement contribué au problème, puis on essaie de contribuer à la solution. C'est que là, ça a été vu, ben là, la biomasse, c'est pas une bonne idée parce qu'on n'a pas de bénéfices. Les bénéfices sont trop loin dans le temps, mais ça peut contribuer quand même à la transition du système énergétique. Donc, il va falloir qu'on se débarrasse des carburants fossiles. Mais si on commence tout de suite, ben là, ça veut dire que dans 25 ans ou dans 30 ans, ben, nos systèmes, ils vont avoir payé leur dette de carbone. Donc là, il faut commencer maintenant là, si on veut que ça se passe là, dans 30 ans. Donc, je pense que c'est une question de voir comment tu gères ton portfolio d'énergie. Tu utilises le plus possible les sources qui ont des effets à court terme, mais il faut que tu penses à la transition complète de ton système. Même si ce n'est pas une bonne idée, d'après le bilan de carbone, ou c'est moins bénéfique de remplacer le gaz naturel fossile, ben, il va bien falloir le remplacer à un moment donné. C'est qu'on peut certainement pas le garder dans notre portefeuille là, si on veut sauver le monde. Donc, on peut commencer tout de suite à le remplacer, sachant que les bénéfices vont arriver quand même plus tard. Je pense qu'on va être obligé d'entrer ça là, parce que je pense qu'il y a d'autres membres qui vont avoir des têtes tourner autour de la porte. Là. On est peut-être mieux de libérer la salle. Alors, je vous invite à remercier encore Evelyne pour cette conférence. Merci beaucoup. Alors, pour les étudiants, on va se rencontrer ici devant la porte à 2h, puis on va confirmer on va vous tout aller ensemble à l'ensemble parce qu'on a une pépin de ce côté-là. Alors, tout le monde est invité à participer à la discussion à partir de 2h. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt, alors venez en grand nombre. Puis, à midi de la foresterie, la semaine prochaine, mardi, un échange. Alors, ça va être super à la semaine prochaine. Est-ce que je te laisse le PowerPoint